Cela semble impossible, mais dans cet endroit, le pain est cuit sous terre par la terre elle-même, et l'océan jette des diamants sur la plage. Voyez-vous? Cette île enfreint toutes les règles de la nature. Nous suivons une force qui peut transformer le jour en nuit et l'eau en vapeur en un clin d'œil. De l'inquiétant silence des plateaux de tournage abandonnés au rugissement de la cascade la plus puissante d'Europe, vous n'êtes pas préparé pour ce qui arrive. La chose que personne ne vous dit, c'est qu'ici, le paysage vous observe en retour et il n'aime pas les intrus. Bienvenue à Reykjavik. Cela ressemble moins à une ville qu'à un groupe de survivants blottis s'accrochant au bord de l'arc. Mais juste au bord de l'eau, quelque chose scintille qui n'est pas à sa place. C'est la salle de concert Harpa. Pour le dire simplement, elle ressemble à un vaisseau spatial écrasé dans un port viking. Tout le bâtiment est enveloppé d'une peau de nid d'abeilles en verre. Il a été conçu pour ressembler à des colonnes de basalte, la roche volcanique qui façonne cette île. Mais l'histoire de ce bâtiment est presque aussi dramatique qu'un volcan lui-même. Voyez-vous? En l'an 2008, l'Islande était en difficulté. L'économie s'était effondrée. Les banques faisaient une faillite, les gens perdaient leurs économies, et en plein milieu de cette panique, le gouvernement a dû faire un choix. Il y avait une salle de concert à moitié achevée au bord de l'eau. Il pouvait la laisser comme un squelette en décomposition, un monument à l'échec, ou dépenser 164 millions d'euros pour la terminer. Il a choisi de construire. C'était un pari massif. Beaucoup de locaux étaient furieux. Ils y voyaient un gaspillage d'argent pendant que le pays brûlait. Mais aujourd'hui, Harpa est le cœur de la ville. La façade en verre, conçue par l'artiste Olafur Eliasson, n'est pas juste pour l'apparence. Elle contient 714 bandes LED qui peuvent transformer tout le bâtiment en un écran vidéo mobile. En l'an 2014, ils l'ont même utilisé pour jouer à un jeu géant de Pong. Mais entrez et l'échelle vous frappe. La salle principale, Eldborg, a 1800 sièges et est peinte d'un rouge profond et ardent pour ressembler à l'intérieur d'une chambre magmatique. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de rideau ni de cadre autour de la scène. Le son est si parfait qu'ils n'en ont pas besoin. Il accueille tout, de la symphonie aux concours mondiaux de yo-yo. Oui, vraiment. Un concours de yo-yo a envahi cette merveille architecturale en l'an 2027. C'est un symbole de la façon dont ce pays refuse de rester à terre. Mais tandis que les lumières de Harpa scintillent comme le ciel du Nord, il y a quelque chose d'autre qui s'élève au-dessus des toits de la ville, veillant sur tout le monde. Un géant de pierre attend juste sur la colline. Si Harpa est le visage moderne de l'Islande, ce prochain endroit est son âme ancienne. S'élevant du sommet de la colline de Skólavörðuholt se trouve l'église Hallgrímskirkja. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle mesure 244 pieds de haut, ce qui en fait le plus haut bâtiment de tout le pays. Mais regardez de plus près. Elle ne ressemble pas à une église normale. Elle ressemble à une fusée prête à être lancée, ou peut-être à un casque viking massif. C'est parce que l'architecte, Gudjon Samuelsson, voulait qu'elle ressemble à la terre elle-même. Il a conçu les ailes de l'église pour qu'elles ressemblent à des trappes de lave en refroidissement et à des colonnes de basalte. Elle est brute, grise et imposante. Mais construire cette bête a été un cauchemar. Il a fallu 41 ans pour la terminer. La construction a commencé en l'an 1945, juste au moment où la guerre mondiale se terminait, et ne s'est pas terminée avant 1986. Pendant des décennies, ce n'était qu'un chantier de construction qui planait au-dessus de la ville. Certaines légendes disent même que la conception est destinée à éloigner les mauvais esprits.
et à protéger la ville du temps chaotique. À l'intérieur, elle est étonnamment simple. Mais le vrai trésor est l'orgue. C'est un monstre. Il mesure 49 pieds de haut et pèse 25 tonnes. Il a 5275 tuyaux. Quand il joue, le son secoue vos os. À l'extérieur de l'église se dresse une statue de Leif Erikson, l'explorateur viking. Ce que beaucoup négligent, c'est que cette statue était un cadeau des États-Unis datant de l'an 1930. Elle a été offerte pour célébrer 1000 ans du Parlement islandais. Vous pouvez prendre un ascenseur jusqu'au sommet de la tour. De là, les toits colorés en tôle de Reykjavik ressemblent à des briques de Lego éparpillées dans la neige. C'est une vue paisible. Les gens viennent ici pour allumer des bougies et regarder le soleil d'hiver s'incliner sous l'horizon. Mais ne vous installez pas trop confortablement. Bien que cette église imite la forme des volcans, il y a un endroit à seulement 40 minutes où la chaleur est très réelle. L'eau là-bas n'est pas censée être de cette couleur. Tout le monde a vu les photos. Des gens flottant dans de l'eau bleu laiteux, de la vapeur s'élevant autour d'eux, de la boue blanche sur leur visage. C'est le lagon bleu, Blue Lagoon. Cela ressemble à une merveille naturelle, un cadeau des dieux. Mais voici la chose que personne ne vous dit. Ce n'est pas du tout naturel. En fait, c'est sans doute l'accident industriel le plus beau du monde. Voyez-vous, le lagon est alimenté par l'eau rejetée par la centrale géothermique Svartsengi voisine. En l'an 1976, la centrale a commencé à forer pour obtenir de la vapeur afin de produire de l'électricité. L'eau restante, riche en silice et en soufre, a été déversée dans le champ de lave voisin. Ils pensaient pas qu'elle s'infiltrerait dans le sol, ce ne fut pas le cas. La silice a obstrué la roche volcanique et une piscine s'est formée. C'était essentiellement un site de déversement industriel. Mais ensuite, en l'an 1981, un homme atteint d'une affection cutanée appelée psoriasis a décidé de s'y baigner. Les gens pensaient qu'il était fou, mais sa peau s'est améliorée. L'eau le guérissait. En l'an 1987, il a officiellement ouvert ses portes en tant que spa. Aujourd'hui, l'eau reste à une température parfaite de 100 degrés Fahrenheit. Elle se renouvelle toutes les 40 heures. Et voici un fait incroyable. Il n'y a pas de chlore dans cette eau. Elle n'en a pas besoin. Le mélange unique d'algues, de silice et de minéraux est si puissant qu'aucune bactérie ne peut y survivre. Elle se nettoie elle-même. Mais ce paradis vit à crédit. La péninsule de Reykjanes, où se trouve le lagon, s'est réveillée. Entre les années 2023 et 2025, des éruptions volcaniques massives ont ouvert des fissures dans la terre à seulement quelques kilomètres de là. Les coulées de lave ont forcé le lagon à évacuer plusieurs fois. Les clients ont dû fuir les hôtels de luxe alors que les sirènes hurlaient. C'est un rappel brutal qu'en Islande, la nature est toujours la patrie. Vous vous baignez dans le luxe, mais juste sous la croûte, la planète est en train de se déchirer. Et juste en bas de la route, vous pouvez réellement marcher dans la fissure. Imaginez-vous debout avec votre pied gauche en Amérique du Nord et votre pied droit en Europe. Dans la plupart des endroits, c'est impossible. Mais ici, sur la péninsule de Reykjanes, au pont entre les continents, c'est une réalité quotidienne. C'est la dorsale médio-atlantique. C'est la cicatrice où deux plaques tectoniques massives se séparent l'une de l'autre. Et quand je dis séparation, je le pense, ces plaques se séparent à un rythme de 0,8 pouces chaque année. Cela peut sembler lent, mais sur des millions d'années, ce mouvement est ce qui déchire l'Islande en deux. Le pont lui-même est une petite passerelle construite au-dessus d'une fissure dans le sable. Il a été renommé en l'honneur de Leif Erikson, symbolisant la connexion entre l'ancien monde et le nouveau.
Mais se tenir là est étrange. Vous regardez une brèche dans la terre qui descend profondément dans la croûte. Le paysage autour de vous ressemble à la lune, sable noir, roches déchiquetées et presque pas de vie. C'est désolé, vous pouvez sentir le vent fouetter à travers la brèche, un rappel des forces en jeu. C'est un endroit favori des voyageurs pour prendre une photo tenant un panneau indiquant dorsale médio-atlantique. Mais ce n'est qu'une petite fissure par rapport à ce qui se trouve à l'est. Nous nous dirigeons vers un endroit où cette violence tectonique crée quelque chose de bruyant, humide et absolument terrifiant. La rivière devant est sur le point de s'évanouir dans la terre. C'est Gullfoss. Les chutes d'or. Si vous vous tenez trop près, vous ne pouvez pas vous entendre penser. La rivière Vita, alimentée par la fonte du glacier Langekul, descend ici en rugissant à une vitesse de 4900 pieds cubes par seconde. En été, ce nombre saute encore plus haut. L'eau s'écrase en descendant 32 mètres dans un canyon étroit, soulevant tellement de brume que par un jour ensoleillé, vous êtes presque garanti de voir un arc-en-ciel. Mais vous avez failli ne jamais voir cela du tout. Au début du XXe siècle, des investisseurs étrangers voulaient acheter cette cascade. Ils voulaient construire un barrage hydroélectrique. Cela aurait tué les chutes pour toujours. La fille d'un agriculteur local, Sigridur Thomasdottir, s'est battue contre eux. Elle a marché pieds nus jusqu'à Reykjavik pour protester. La légende dit qu'elle a menacé de se jeter dans la cascade s'il construisait le barrage. Elle était en train de bluffer, peut-être, mais son amour féroce pour cet endroit l'a sauvée. Aujourd'hui, elle est considérée comme la première écologiste d'Islande. Et heureusement qu'elle a gagné. Gullfoss est massive. Elle est apparue dans des clips vidéo et a même servi d'arrêt au stand pour The Amazing Race en l'an 2025. Elle a même été présentée comme une merveille naturelle dans le jeu vidéo Civilization VII. Mais regardez attentivement l'eau. Elle est brune et grise, lourde de sédiments transportés depuis les glaciers. C'est du papier de verre liquide qui sculpte la roche. Cette eau a voyagé des kilomètres pour arriver ici, mais son voyage a commencé dans un endroit qui est encore plus historiquement significatif. Une vallée où les Vikings ont établi les lois de la terre. Nous sommes arrivés au parc national de Thingvellir. Ce n'est pas seulement un parc, c'est un sanctuaire. C'est là que les plaques nord-américaines et eurasiennes ne sont pas seulement un pont, mais une vallée massive. Vous pouvez voir la paroi rocheuse de l'Amérique du Nord s'élever comme un mur. Mais l'histoire ici est plus sombre que la géologie. En l'an 930, oui, il y a plus de 1000 ans, les Vikings se sont rassemblés ici pour former l'Althing, le plus ancien parlement du monde. Ils se tenaient près du rocher de la loi et récitaient les règles de la terre. Mais la justice ici était brutale. Il y a des piscines dans la rivière où des femmes ont été noyées pour des crimes et des fosses à feu où des hommes ont été brûlés. C'est un bel endroit avec un passé sanglant. Les fans de Game of Thrones pourraient se reconnaître les canyons étroits. C'est là qu'ils ont filmé le chemin vers les Aériers. Mais la partie la plus folle est cachée sous l'eau. Il y a une fissure appelée Silfra. C'est une brèche entre les continents remplie d'eau glaciaire. L'eau est si propre que vous pouvez la boire pendant que vous nagez. Des plongeurs viennent du monde entier pour faire de la plongée avec tuba ici. La visibilité est de plus de 300 pieds. On a l'impression de voler. Mais soyez avertis, l'eau est à 36 degrés Fahrenheit. Il fait glacial. Vous avez besoin d'une combinaison étanche juste pour survivre. Et le sol bouge toujours. Les tremblements de terre sont fréquents ici. En l'an 2000,
un tremblement de terre a drainé l'eau du rift, seulement pour qu'elle se remplisse à nouveau. Le lac au sud, Thingvallavatn, cache ses propres secrets, y compris une espèce de poisson qui a évolué en 4 types différents en seulement 10 000 ans. C'est un laboratoire évolutionnaire. Mais si vous pensez que l'eau ici est étrange, attendez de voir l'eau qui explose. Le sol est sur le point de nous cracher de l'eau bouillante. Bienvenue dans la vallée de Okadalur, berceau du geyser. C'est l'endroit qui a donné le mot « geyser » à la langue anglaise. Le grand geyser lui-même a été silencieux dernièrement, n'entrant en éruption qu'après de gros tremblements de terre. En l'an 2000, un tremblement de terre l'a réveillé et il a projeté de l'eau à 400 pieds dans les airs. Mais le plus souvent, il dort. La vraie star aujourd'hui est son petit frère, Strokur. Strokur est fiable. Toutes les 5 à 10 minutes, une bulle bleue se forme à la surface de la piscine. Elle enfle comme un œil de verre géant. Et puis, boum, une colonne d'eau bouillante jaillit de 60 à 100 pieds dans les airs. C'est un spectacle très apprécié, mais peu de gens réalisent à quel point ce sol est dangereux. À seulement 75 pieds sous vos chaussures, l'eau est à 248 degrés Fahrenheit. Le système de plomberie là-dessous est complexe. C'est un tunnel vertical qui agit comme une cocotte minute. En l'an 1981, des locaux ont essayé de forcer le grand geyser à entrer en éruption en y déversant du savon. Cela a fonctionné, mais cela a endommagé la plomberie, alors ils ont arrêté. Maintenant, nous attendons juste que la nature fasse son œuvre. L'odeur de soufre, d'œufs pourris est partout. Elle colle à vos vêtements. Autour des geysers, il y a de plus petites piscines de boue bouillonnante et des évents de vapeur qui sifflent comme des serpents. Cela semble préhistorique. On s'attend à moitié à ce qu'un dinosaure sorte de la brume. Mais les locaux ont trouvé un moyen d'utiliser cette chaleur pour quelque chose de très spécifique et de très délicieux. Ils enterrent leur déjeuner dans le sable. À Laugarvatn Fontana, un spa juste en bas de la route, ils n'utilisent pas de four. Ils utilisent qu'à la plage. Le sable ici est extrêmement chaud grâce aux évents géothermiques en dessous. Chaque jour, les boulangers creusent un trou dans le sable noir. Ils prennent une marmite remplie de pâte, un pain de seigle dense et foncé, l'enveloppent fermement et l'enterrent. Ils la laissent là pendant exactement 24 heures. Quand ils reviennent et la déterrent, le pain est entièrement cuit. Il est sucré, dense et chaud. Ils le servent avec des quantités copieuses de beurre islandais. C'est une tradition qui remonte à l'époque viking. Pourquoi gaspiller du bois pour un feu quand le sol est un poêle? Le spa ici a également des hammams qui sont construits directement sur les évents. Vous pouvez entendre la vapeur siffler à travers les planches de plancher. C'est une sensation étrange de s'asseoir dans une pièce chauffée par le magma profondément en dessous. Cela vous connecte à la Terre d'une manière qui semble primale. Vous mangez la chaleur, respirez la chaleur et vous vous imprégnez de la chaleur. Mais pas tous les trous dans le sol ici ne sont pleins de vie et de chaleur. Certains ne sont que des cicatrices vides et mortes laissées par la violence. Accroche, un œil rouge géant regarde le ciel. À une courte distance en voiture, la Terre s'ouvre à nouveau, mais cette fois, elle a l'air complètement différente. C'est le cratère de Kérid.
Contrairement au paysage gris et noir que nous venons de voir, cet endroit est une explosion de couleurs saisissantes. Les roches sont d'un rouge rouille profond à cause de tout le fer contenu dans le sol. Et au fond, il y a un lac d'eau turquoise néon. Pour le dire simplement, cela ressemble à un œil géant regardant le ciel. Les scientifiques pensaient que cela avait été formé par une explosion massive, mais ce que beaucoup ont négligé, c'est qu'il s'agissait en fait d'un effondrement silencieux. Il y a environ 3000 ans, la chambre magmatique sous le volcan s'est vidée et le lourd plafond s'est simplement effondré. Cela a créé une cuvette parfaite. L'acoustique ici est incroyable. Il agit comme un amphithéâtre naturel. La célèbre chanteuse islandaise Björk y a donné un concert sur un radeau flottant au milieu du lac. Les visiteurs se tenaient sur les murs en pente pour regarder. C'est surréaliste. L'eau est profonde d'environ 46 pieds et parce que c'est de l'eau souterraine, elle ne gèle pas aussi facilement que d'autres lacs. Vous pouvez marcher jusqu'au bord de l'eau. Le contraste entre les pentes rouges, la mousse verte et l'eau bleue est le rêve d'un photographe. Mais tandis que cette eau reste immobile, notre prochain arrêt présente de l'eau qui tombe du ciel. Et vous pouvez marcher directement à travers le rideau. Nous nous dirigeons maintenant vers la côte sud. Et vous pouvez voir ce monstre depuis la route. C'est Seljalandsfoss. Elle chute de près de 200 pieds au-dessus d'une ancienne falaise marine. Le littoral se trouvait ici il y a des milliers d'années, mais l'océan s'est retiré, laissant derrière lui cette chute massive. L'eau provient directement du volcan Eyjafjallajökull, celui qui est entré en éruption en 2010 et a arrêté tout le trafic aérien en Europe. Mais la vraie magie ici n'est pas de la regarder de face. Voyez-vous ? Il y a un sentier qui mène derrière la cascade. Vous pouvez réellement marcher derrière le rideau rugissant de l'eau. C'est bruyant, c'est glissant et vous serez trempé. Il n'y a pas d'échappatoire à la brume. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une tempête. La vue de derrière l'eau, regardant les champs verts et le soleil couchant, est l'un des clichés les plus célèbres du pays. Elle est devenue encore plus célèbre lorsque Justin Bieber y a filmé un clip vidéo courant à travers l'herbe mouillée. Mais soyez prudents, en hiver, le sentier se transforme en une nappe de glace et ils doivent le fermer, c'est trop dangereux. Même en été, les rochers sont glissants. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, juste en bas de la route se trouve sa rivale plus grande et plus puissante. Celle-ci cache un coffre d'or. Voici Skogafoss. Si Seljalandsfoss est élégante, Skogafoss est une brute. Elle est large de 82 pieds et chute des mêmes 200 pieds, mais le volume d'eau est insensé. Elle crée un mur constant de bruit blanc. En raison de la quantité massive de brume, vous pouvez voir un double arc-en-ciel ici, presque chaque fois que le soleil se montre. C'est magique. Mais selon la légende, il y a quelque chose de précieux caché derrière ce mur d'eau. L'histoire raconte que le premier colon viking de la région, un géant nommé Trasi, a enterré un coffre rempli de pièces d'or dans une grotte derrière les chutes. Les locaux disent que des années plus tard, un jeune garçon a trouvé le coffre. Il a attrapé l'anneau sur le côté de la boîte et a tiré. Mais le coffre était trop lourd. L'anneau s'est cassé dans sa main et le trésor a disparu dans la terre. Vous pouvez réellement voir cet anneau aujourd'hui. Il est monté sur la porte du musée de l'église locale. Mais vous n'avez pas besoin d'or pour profiter de cet endroit. Vous pouvez monter les escaliers sur le côté droit. Il y a 527 marches en métal. C'est un entraînement éreintant. Mais au sommet, vous pouvez regarder la rivière et voir l'eau se précipiter vers le bord. C'est une vue vertigineuse. La puissance pure de la gravité ici est terrifiante. Mais croyez-le ou non, l'océan à proximité est encore plus agressif. Les vagues sur cette plage vous chassent.
c'est Renis Fjara. Elle est largement considérée comme l'une des plus belles plages non tropicales du monde. Le sable est noir de jet, créé par de la lave chaude frappant l'océan froid et se brisant en minuscules fragments. S'élevant de la mer se trouvent des piles de basalte massives, appelées Renis Drangar. Le folklore dit qu'il s'agissait de trolls qui traînaient un navire à terre, mais ont été surpris par le lever du soleil et transformés en pierre. Mais pour le dire simplement, cette plage est un piège mortel. L'océan ici est incroyablement profond, juste au large de la côte. Il n'y a pas de terre entre ici et l'Antarctique, donc les vagues ont des milliers de kilomètres pour accumuler de la puissance. Le cas les appelle les vagues furtives. La mer peut sembler calme pendant 10 minutes, et puis soudainement, une vague massive déferle loin sur la plage, faisant tomber les gens et les entraînant au large. Tragiquement, des touristes y ont perdu la vie. Il y a maintenant un système de feux d'avertissement, vert, jaune et rouge, pour dire aux gens quand rester à l'écart. La chose que personne ne vous dit, c'est que l'aspiration de l'eau qui se retire est si forte que vous ne pouvez pas nager contre elle. Mis à part le danger, il y a une grotte sur la plage faite de colonnes de basalte hexagonales. Elle ressemble à un orgue d'église sculpté par des extraterrestres. C'est magnifique, mais gardez toujours un œil sur l'eau. La nature ici ne joue pas franc jeu. Maintenant, nous entrons dans le royaume de la glace. Nous quittons la côte et nous nous dirigeons vers le monstre qui définit cette île. C'est le parc national de Vatnajökull. Le glacier ici est colossal. Il couvre près de 3000 miles carrés. Cela représente environ 8% de tout le pays. À certains endroits, la glace a 3000 pieds d'épaisseur. Il est si grand qu'il a son propre système météorologique. Mais le vrai drame est ce qui se trouve en dessous. Voyez-vous, se cachant sous ce bloc massif de glace se trouvent des volcans actifs. Le plus célèbre est Grímsvötn. Lorsque ces volcans entrent en éruption, la chaleur fait fondre la glace par le bas. Cela crée une poche d'eau massive qui finit par éclater. Cela provoque un Jökullaup, une crue éclair glaciaire qui emporte les routes et les ponts en quelques minutes. C'est une bataille constante entre le feu et la glace. Ce parc est également l'endroit où ils ont filmé des scènes pour Interstellar et Batman Begins. Il ressemble à une planète extraterrestre. Vous pouvez faire des randonnées guidées sur la glace, portant des crampons, des pointes pour vos bottes pour éviter de glisser dans une crevasse. La glace bouge constamment, craque et gémit. Elle semble vivante, et au bord de ce glacier, la glace se détache pour créer un lagon qui est sans doute le joyau de la couronne de l'Islande. Les icebergs sont sur le point de prendre le large. Bienvenue à la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Elle ressemble à un décor de film fantastique. De massifs morceaux de glace, certains aussi gros que des immeubles d'appartements, se détachent de la langue glaciaire et flottent dans ce lagon. L'eau est un mélange de fonte glaciaire fraîche et d'eau salée de l'océan. Cela donne à l'eau un bleu époustouflant. Le lagon est le lac le plus profond d'Islande, atteignant des profondeurs de plus de 800 pieds. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est que ce lagon est nouveau. Il n'existait pas il y a 100 ans. Il s'est formé parce que le glacier recule rapidement en raison des températures de réchauffement. Le lagon a quadruplé de taille depuis les années 1970. C'est beau, mais c'est le signe d'un monde en mutation. Vous pourriez reconnaître cet endroit grâce à 2 films différents de James Bond, Dangereusement Vôtre, A View to a Kill, et Meurt un autre jour, The Another Day.
Vous pouvez faire une excursion en bateau amphibie juste au milieu des icebergs. Vous verrez des traînées noires sur la glace bleue. C'est de la cendre d'anciennes éruptions volcaniques, piégées à l'intérieur comme une capsule temporelle. Les phoques se tiennent souvent ici, se reposant sur les morceaux de glace pour éviter les orques dans l'océan. Les icebergs dérivent lentement vers l'océan. Mais leur voyage ne s'arrête pas lorsqu'ils atteignent la mer. L'océan les rejette sur le rivage. Juste en face de la lagune se trouve Breda Mercure Sandur, mieux connu sous le nom de plage de diamants. C'est là que les icebergs qui dérivent vers la mer sont repoussés sur le sable noir par la marée. Le contraste est incroyable. Les morceaux de glace sont clairs, blancs ou bleus électriques, et ils reposent sur le sable volcanique noir de jet. Ils scintillent au soleil, tout comme des diamants. Certains de ces morceaux sont assez petits pour être tenus dans votre main, d'autres ont la taille d'une voiture. Marcher ici est magique, mais vous devez être prudent. La marée déplace la glace, et même un petit morceau peut peser des tonnes. S'il roule sur vous, il vous écrasera. Les photographes affluent ici au lever du soleil, car la lumière traversant la glace crée des couleurs que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs. La glace finit par fondre dans l'océan, complétant un cycle qui a duré des milliers d'années. Elle tombe sous forme de neige, se transforme en glace, descend la montagne, flotte dans le lagon et s'échoue ici pour... C'est poétique. Mais nous n'en avons pas encore fini avec les cascades. Nous devons retourner à l'intérieur des terres pour en trouver une qui a inspiré l'architecture de toute la capitale. Cette cascade porte une veste de pierre. Cachée à l'intérieur de Skaftafell, une partie du parc de Vatnajökull, se trouve Svartifoss. Le nom signifie littéralement « chute noire ». Ce n'est pas la plus grande cascade, chutant seulement d'environ 65 pieds. Mais le cadre est unique. Elle est entourée de sombres colonnes de lave qui pendent comme les tuyaux d'un orgue d'église géant. Ce sont des colonnes de basalte, formées lorsque la lave se refroidit très lentement et se fissure en forme géométrique parfaite. Est-ce que cela vous semble familier? Ça devrait. Cette cascade a été l'inspiration directe pour la conception de l'église Hallgrímskirkja à Reykjavik que nous avons vue au début. L'architecte a vu ces colonnes suspendues et a voulu les recréer en béton. Pour arriver ici, vous devez marcher environ 45 minutes en montée. C'est un peu une randonnée, mais la vue en vaut la peine. Le contraste de l'eau blanche sur la roche noire est saisissant. L'eau ici est cristalline, de qualité potable. En aval, la rivière traverse les collines vertes, offrant des vues jusqu'à l'océan. C'est un endroit paisible, loin des bus de tourisme qui encombrent de la route. Mais l'Islande est pleine de rêves abandonnés, pas seulement naturels. Nous sommes sur le point de visiter un village qui a été construit pour un film qui n'a jamais eu lieu. Les Vikings étaient censés vivre ici? Au pied de la spectaculaire montagne Vestrahorn, il y a un village qui semble étrange. Il ressemble à une colonie d'il y a 1000 ans. Il y a des murs en bois, des toits en gazon recouverts d'herbes et des portes sombres et maussades. Vous vous attendez à ce qu'un guerrier viking en sorte avec une hache. Mais voici la chose que personne ne vous dit. Personne n'a jamais vécu ici. C'est le plateau de tournage du village viking. Il a été construit en l'an 2010 pour un film hollywoodien massif qui était censé être une épopée viking. Mais le financement a manqué. Le film a été annulé. Au lieu de le démolir, les propriétaires l'ont laissé là. Pendant des années, il est resté vide, battu par les vents violents de l'Atlantique. C'est devenu une ville fantôme pour une histoire de fantôme qui n'a jamais été racontée. Aujourd'hui, il est ouvert aux touristes. Vous pouvez marcher dans les rues boueuses et toucher les fausses défenses. Le savoir-faire est étonnamment bon.
Cela semble réel, mais les seuls résidents maintenant sont les oiseaux locaux. Les macareux et les eiders nichent souvent dans les toits de gazon. C'est une sensation étrange de se tenir dans un faux site historique, tandis que les pics très réels et déchiquetés de Vestrahorn se profilent au-dessus de vous comme des dents noires. C'est l'un des endroits les plus photogéniques du pays, mais le voyage vers notre prochain arrêt nécessite des nerfs d'acier. La route devant grimpe sur un mur de neige. Pour arriver à Seydisfjörður, vous devez rouler sur un col de haute montagne appelé Fjardarheidi. En hiver, cette route est terrifiante. Elle est raide, glacée et souvent engloutie dans des blizzards où vous ne pouvez pas voir le capot de votre propre voiture. Mais une fois que vous descendez de l'autre côté, vous trouvez un joyau caché dans le fjord. C'est sans doute le village le plus culturellement vibrant d'Islande. Il est célèbre pour une rue spécifique. Un sentier piétonnier peint aux couleurs de l'arc-en-ciel mène directement à une jolie église bleu bébé. Cela ressemble à quelque chose tiré d'un conte de fées. Cette ville était en plein essor au XIXe siècle grâce à l'industrie du hareng, le argent de la mer. De riches marchands de Norvège ont apporté des maisons en kit en bois et les ont installées ici. C'est pourquoi l'architecture est si différente du reste de l'Islande. Récemment, elle a acquis sa renommée en tant que décor pour le film Netflix sur le concours Eurovision de la chanson. Mais il y a un côté sérieux à cette beauté. En l'an 2020, un glissement de terrain massif a frappé la ville, détruisant plusieurs maisons historiques. C'était une tragédie qui a rappelé à tout le monde que les montagnes escarpées ne sont pas seulement là pour l'apparence. Cette ville est également le seul endroit en Islande où vous pouvez prendre un ferry pour voiture vers l'Europe continentale. C'est la porte d'entrée vers le monde, mais la nature ici peint avec un pinceau différent juste à l'intérieur des terres. Les rochers ici ont des rayures rouges. Nous sommes maintenant dans l'Est. En randonnée jusqu'à Hengifoss. Avec ses 420 pieds de hauteur, c'est la troisième plus haute cascade de tout le pays. Mais la hauteur n'est pas l'attraction principale ici, c'est la couleur. La paroi rocheuse derrière la cascade ressemble à un gâteau étagé. Il y a des couches noires de lave basaltique et intercalées entre elles se trouvent des rayures rouges vifs d'argile. Ces couches rouges sont un sol ancien. Elles racontent l'histoire d'une époque, il y a des millions d'années, où l'Islande était beaucoup plus chaude. Entre les éruptions volcaniques, des arbres et des plantes poussaient, créant du sol. Puis, un autre volcan est entré en éruption, enterrant la forêt dans la lave et cuisant le sol dans cette argile rouge. Cela s'est produit encore et encore. Pour le dire simplement, vous regardez un livre d'histoire géologique. La randonnée pour monter ici prend environ 1 heure et c'est une montée régulière. Vous pouvez vous tenir près du bord, prudemment, et regarder dans le canyon. L'eau dérive vers le bas en un long ruban élégant. C'est moins violent que les cascades du sud, mais beaucoup plus gracieux. Cependant, la plupart des gens sont tellement concentrés sur le sommet qu'ils passent juste à côté d'un joyau caché en montant. Un chef-d'œuvre géométrique se cache à mi-chemin. C'est Litlanesfoss. Elle se situe à peu près à mi-chemin du sentier menant à Hengifoss. Bien qu'elle soit plus petite, de nombreux photographes la préfèrent en fait. Pourquoi? Parce que les colonnes de basalte ici sont parmi les plus parfaites du monde. Elles sont longues, droites et hexagonales, s'éventant autour de la cascade comme un éventail ou un orgue à tuyaux. Il est rare de voir des colonnes aussi hautes et aussi droites. Elles se forment lorsque les coulées de lave épaisse se refroidissent et se contractent. Le motif de fissuration est de la physique pure en action. La rivière coupe en plein milieu d'elle, s'écrasant dans une petite piscine en dessous. C'est un endroit bruyant et énergique. Vous pouvez vous approcher assez près du bord ici pour voir le sommet des colonnes. Elles ressemblent à un nid d'abeilles fait de pierre. C'est un endroit idéal pour reprendre votre souffle avant la poussée finale vers le sommet. Mais nous quittons les cascades un instant pour nous diriger vers le nord. Nous allons à un endroit qui a été construit pour capter le soleil de minuit. Un endroit qui donne l'impression d'appartenir à un roman fantastique. Des géants de pierre attendent près du cercle arctique. Tout au nord-est, dans le minuscule village de Rofarhöfen,
Quelque chose d'étrange s'élève de la toundra. C'est le cercle arctique Enge. Arctic Enge. Il est énorme. Il a été conçu pour être une version moderne de Stonehenge, mais profondément enraciné dans la mythologie nordique. Il y a 4 portes de pierre massives, de 20 pieds de haut, disposées en cercle. La conception est basée sur le poème Völuspá, qui raconte l'histoire de la création du monde et de sa fin éventuelle. Il y a 72 pierres plus petites représentant les nains de la légende. La disposition est un cadran solaire géant, il capte la lumière du soleil de minuit en juin et la faible lumière du solstice d'hiver. Il n'est pas encore entièrement terminé, mais cela ajoute au mystère. Il ressemble à des ruines d'une civilisation perdue, même s'il est neuf. Il se dresse sur une colline surplombant l'océan, à seulement quelques kilomètres du cercle arctique. Le vent ici est incessant. Se tenir au centre des pierres, alignant votre vue avec le soleil, est une sensation spirituelle. C'est un monument aux anciens dieux. Mais juste au sud d'ici, la terre est très vivante et remplie de petites nuisances volantes. Préparez-vous à être dévoré vivant par les mouches. Bienvenue au lac Mývatn. Le nom se traduit littéralement par « lac des moucherons » et il ne plaisante pas. En été, des millions de moucherons, de minuscules mouches, forment des nuages massifs qui ressemblent à de la fumée. Ils se retrouvent dans vos yeux, votre nez et votre bouche. Vous pourriez voir des gens porter des filets sur la tête. Ne riez pas, vous en voudrez un aussi. Mais si vous pouvez ignorer les insectes, cet endroit est un pays des merveilles. Le lac est situé sur une ceinture volcanique active. Il est célèbre pour ses pseudo-cratères. Ceux-ci ressemblent à des cônes de volcan, mais ils n'ont jamais craché de lave. Ils se sont formés lorsque de la lave chaude a coulé sur un marais humide. L'eau en dessous a bouilli instantanément, provoquant des explosions de vapeur qui ont soufflé le sol, créant ces petits cônes parfaits. Vous pouvez marcher autour de leur bord. Cette zone est également la capitale européenne des canards. Les agriculteurs ici ont récolté des œufs de canard pendant des siècles. Mais les fans de culture pop connaissent cet endroit comme le pays des sauvageons de Game of Thrones. C'est là que Jon Snow a campé. Les champs de lave, à proximité, appelés Dimmuborgir, sont un labyrinthe de roches noires tordues. Il est dit que les 13 Pères Noël islandais, Yule Lads, les Pères Noël espiègles de l'Islande, vivent dans ces rochers. Mais juste au-dessus de la colline, le paysage passe de la roche noire à la boue orange. L'odeur ici vous frappera en premier. C'est Namaskard, également connu sous le nom de Verir. Dès que vous ouvrez la porte de votre voiture, l'odeur vous frappe au visage. Ça sent l'œuf pourri, mais 1000 fois pire. C'est le gaz de soufre qui s'élève de la terre. Le sol ici est taché de couleurs vives d'orange, de jaune et de blanc. Pour le dire simplement, cela ressemble à la surface de Mars. Il n'y a pas d'herbe, pas de mousse. Le sol est trop acide et chaud pour que quoi que ce soit y pousse. Au lieu de cela, vous avez des mares de boue. Ce sont des bassins de boue grises et bleues qui bouillonnent et pétillent agressivement. Le son est un épais gloup, gloup rythmique. Des évents de vapeur hurlent alors que le gaz sous haute pression s'échappe du sous-sol. La température de la vapeur peut atteindre 390 degrés Fahrenheit. Des cordes vous maintiennent sur le chemin pour une raison. Si vous vous en écartez, vous pourriez faire fondre les semelles de vos chaussures, ou pire. C'est un rappel brutal que la croûte de la terre ici est mince comme du papier. Vous marchez au-dessus d'une chaufferie, mais toute cette chaleur et cette énergie doivent aller quelque part. À une courte distance en voiture, la force la plus puissante d'Europe attend de faire trembler le sol. La bête rugit dans le canyon.
Préparez-vous pour Dettifoss. Ce n'est pas la plus jolie cascade d'Islande, mais c'est la plus puissante de toute l'Europe. C'est un monstre. Elle mesure 330 pieds de large et chute de 144 pieds. Mais la statistique qui compte est le débit. Chaque seconde, près de 500 000 gallons d'eau s'écrasent par-dessus le bord. L'eau est grise et laiteuse car elle est pleine de sédiments glaciaires. Elle ressemble à du béton liquide. Le bruit est assourdissant. Vous pouvez sentir les vibrations dans la roche sous vos pieds avant même de voir l'eau. La brume est si intense qu'elle peut être vue à des kilomètres. Cette puissance brute est la raison pour laquelle Ridley Scott l'a choisie pour la scène d'ouverture du film Prometheus, où un alien crée la vie sur Terre. Debout au bord, il n'y a pas de garde-corps à certains endroits. Il n'y a que vous et l'abîme. C'est terrifiant et c'est exaltant. Ce n'est pas un parc à thème. C'est la nature dans sa forme la plus brute et la plus violente. Le sol sous vos bottes tremble réellement. Si vous fermez les yeux, le son est accablant. Un grondement à basse fréquence que vous sentez dans votre poitrine plus que vous ne l'entendez avec vos oreilles. C'est la puissance de la rivière Jökulsá à Fjöllum. Cette rivière prend sa source au glacier Vatnajökull, l'énorme calotte glaciaire que nous avons vue plus tôt dans le voyage. Lorsque le glacier fond, il libère cette eau épaisse et riche en sédiments. Elle n'est pas bleue. C'est un gris laiteux, plus foncé, souvent appelé lait glaciaire. Il transporte du sable, des cendres et de la roche, agissant comme du papier de verre liquide. Au fil des siècles, cette inondation abrasive a creusé un canyon massif, Jökulsárgljúfur, qui traverse le paysage comme une blessure déchiquetée. Vous regardez Dettifoss. En volume, c'est la cascade la plus puissante de toute l'Europe. Chaque seconde, près de 500 mètres cubes d'eau plongent par-dessus le bord. Pour mettre cela en perspective, imaginez 500 tonnes d'eau s'écrasant chaque fois que vous clignez des yeux. Elle tombe de 144 pieds dans le canyon en dessous, créant un panache de brume qui peut être vu à des kilomètres. Par une journée ensoleillée, cette brume capte la lumière et crée d'énormes doubles arcs-en-ciel qui sarcent au-dessus de la gorge. Mais par une journée grise, elle ressemble à une scène d'une autre planète. En fait, la scène d'ouverture du film Prometheus a été filmée ici même, car elle a l'air si préhistorique, si extraterrestre. On a l'impression que la Terre est en train d'être créée ou détruite juste devant vous. Mais juste en amont, il y a un contraste étrange. Si vous tournez le dos à la bête rugissante et regardez la rivière, le paysage change complètement. Une cascade plus petite et plus large semble presque calme par rapport au monstre derrière vous. La sœur tranquille est juste au coin du virage. Beaucoup de gens visitent Dettifoss, prennent leur selfie avec l'eau grise rugissante et se précipitent vers le bus. Il manque l'une des vues les plus élégantes du Nord. Ce que beaucoup négligent est Selfoss, juste une courte marche rocheuse en amont. Elle n'est pas aussi haute que Dettifoss, ne mesurant qu'environ 36 pieds de haut. Mais là où Dettifoss est synonyme de puissance et de volume, Selfoss est synonyme de forme et de beauté. Elle est en forme de fer à cheval, parfaitement symétrique. Le lit de la rivière ici est large et plat, de sorte que l'eau ne se précipite pas dans un seul entonnoir. Au lieu de cela, elle cascade dans de nombreux ruisseaux différents, créant un large et élégant rideau de blanc sur la roche noire. Parce que le canyon est plus large ici, l'eau est plus calme, elle ne rugit pas. Elle fredonne. Le son est apaisant, un bruit blanc constant qui vous permet de réfléchir. Cet endroit offre un bien meilleur aperçu de la géologie qui définit l'Islande.
Les colonnes de basalte ici sont clairement visibles, se dressant comme les tuyaux d'un orgue d'église. Ces colonnes se forment lorsque la lave refroidit et se contracte, se fissurant en formes hexagonales parfaites. Vous pouvez les voir se tenir fermement, des rochers déchiquetés combattant une bataille perdue contre l'eau grise incessante. C'est un endroit pour réfléchir. Vous pouvez vous tenir ici et regarder l'eau prendre de la vitesse. Elle coule devant vous avec une douceur trompeuse, vitreuse et plate, sachant que dans seulement quelques centaines de mètres, elle va se transformer en le chaos violent de Détiphos. Il est rare de voir deux cascades aussi différentes, si proches l'une de l'autre. L'une est une pure agression, un marteau frappant la terre, l'autre est le flux et la grâce, un voile tombant sur les rochers. C'est un exemple parfait de la double nature de l'Islande. Mais nous nous éloignons de l'eau grise maintenant. Nous quittons le plateau stérile et rocheux et nous nous dirigeons vers un endroit qui semble impossible. Nous nous dirigeons vers un endroit dont la légende dit qu'il n'a pas été fait par l'eau ou la glace, mais par le sabot du cheval d'un dieu. Odin a laissé sa marque ici. C'est le canyon d'Asbyrgi. En le regardant d'en haut sur une carte, ou à partir d'un plan de drone, la forme est indubitable. Ce n'est pas une fissure déchiquetée comme le canyon de la rivière, c'est un fer à cheval parfait, en forme de U. Il est massif, plus de 2 miles de long et un demi-mile de large, entouré de falaises verticales qui s'élèvent de 300 pieds tout droit. Les murs sont si raides et si plats qu'ils ressemblent aux murs d'une forteresse construite par des géants. Les géologues ont une explication scientifique, bien sûr. Ils vous diront que ce canyon a été formé par une inondation glaciaire catastrophique il y a des milliers d'années. Ils disent qu'un volcan est entré en éruption sous le glacier Vatnajökull, faisant fondre la glace instantanément et envoyant un tsunami d'eau et de glace déchirant la terre, sculptant cette forme en quelques jours. C'est une pensée terrifiante. Mais les locaux ont une meilleure histoire. Ils disent qu'Odin, le chef des dieux nordiques, montait son destrier, Sleipnir, à travers le ciel. Sleipnir n'était pas un cheval normal. Il avait 8 jambes et pouvait courir sur l'air aussi facilement que sur le sol. Alors qu'Odin chevauchait à travers les cieux, l'un des sabots géants de Sleipnir a glissé et a touché la terre. Ce seul coup de sabot a imprimé ce canyon dans le sol, laissant une empreinte de sabot qui a duré pour l'éternité. Quelle que soit l'histoire que vous croyez, le sentiment à l'intérieur du canyon est magique. À l'intérieur de ces hauts murs, quelque chose de rare se produit. Il y a une forêt. L'Islande est célèbre pour avoir très peu d'arbres. Mais ici, les bouleaux et les saules poussent haut et épais. Ils sont protégés du vent arctique violent par les hautes parois de la falaise, créant un microclimat. C'est incroyablement paisible. L'acoustique du canyon coupe le bruit du monde extérieur. Les oiseaux chantent plus fort ici. L'air sent le pin et la terre humide. À l'extrémité du canyon, dans le orteil du fer à cheval, se trouve un petit étang appelé Botnstjörn. C'est une oasis luxuriante et verte dans un pays de roches volcaniques. La légende dit également que ce canyon est la capitale des Uldufolk, les gens cachés ou les elfes. Le folklore islandais prend les elfes très au sérieux. On dit qu'ils vivent dans les falaises et les rochers, observant les humains qui visitent. Si vous devez voir un elfe en Islande, c'est l'endroit. On s'y sent observé, mais d'une manière bienveillante. C'est un sanctuaire, mais nous quittons maintenant le pays des elfes et des forêts. Nous nous dirigeons vers la mer, vers les eaux froides du nord, pour trouver les géants de l'océan.
Les baleines attendent dans la baie. Bienvenue à Húsavík. Cette charmante petite ville de la côte nord a gagné le titre de capitale de l'observation des baleines d'Europe. Elle se trouve au bord de la baie de Skjálfandi. Le nom Skjálfandi se traduit littéralement par baie tremblante, probablement à cause des fréquents tremblements de terre dans la région. Mais pour les animaux, cette baie est un buffet. L'eau ici est froide et riche en nutriments. Des rivières se jettent dans la baie, mélangeant l'eau douce avec l'eau salée, créant les conditions parfaites pour que le plancton et le krill explosent en nombre. Et là où il y a du plancton, les géants suivent. Vous avez 99% de chances de voir une baleine ici pendant la saison estivale. C'est presque garanti. Les bateaux quittent le port toutes les heures. Beaucoup d'entre eux sont des bateaux de pêche traditionnels en chaîne, restaurés et réutilisés pour le tourisme. Il y a quelque chose de spécial à être sur un bateau en bois, à sentir le lourd roulis de la mer, à sentir les embruns salés et le vernis du pont. Cela vous relie à l'histoire des gens qui vivaient. Les baleines à bosse sont les stars du spectacle. Ce sont les acrobates de l'océan. Bien qu'elles pèsent jusqu'à 40 tonnes, elles aiment faire des sauts, sautant complètement hors de l'eau et s'écrasant avec une éclaboussure qui ressemble à une bombe qui a explosé. Elles claquent leurs énormes nageoires pectorales contre l'eau et agitent leur queue en l'air avant de plonger profondément. Voir une créature de cette taille, juste à quelques mètres de votre bateau, changez votre perspective sur la vie. Vous réalisez à quel point vous êtes petit. Vous pourriez également voir des baleines de minke qui sont plus rapides et plus insaisissables. Vous verrez des groupes de dauphins à bec blanc jouer dans les vagues d'étrave du bateau. Et si vous êtes incroyablement chanceux, si les dieux de l'océan vous sourient, vous pourriez voir la baleine bleue massive. Ce sont les plus grands animaux qui aient jamais vécu sur Terre. Plus grandes que n'importe quel dinosaure. Voir une baleine bleue est une expérience humiliante. Leur respiration ressemble à une machine à vapeur évacuant la pression. La ville d'Húsavík elle-même est parfaite pour une carte postale. Elle ressemble à un village jouet, avec des maisons colorées, en tôle ondulée rouge, jaunes et bleues, et un port rempli de mâts. Elle a récemment acquis une renommée mondiale, grâce au film de Will Ferrell Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. La chanson Húsavík était un bel hommage à cette ville et a même été nominée pour un Oscar. Les locaux ont adoré l'attention. Ils ont même construit un bar Jaja Ding Dong en ville pour célébrer les blagues internes du film. Mais au-delà de la gloire hollywoodienne, Húsavík a des racines profondes. Ce fut en fait le premier endroit en Islande où un colon a construit une maison. Un viking suédois nommé Gardar Svavarsson a séjourné ici pour l'hiver en l'an 870. Il a construit une maison, ou Hus, dans la baie, ou Vik, d'où le nom Húsavík. C'est un lieu de commencement. Mais notre voyage nous mène vers le sud maintenant, vers une cascade qui a marqué une fin très spécifique, la fin des dieux païens. Les idoles ont été jetées dans l'eau ici. Nous nous arrêtons à Godafoss, juste à côté de la route circulaire principale. Si vous la comparez à Dettifoss, elle semble petite. Ce n'est pas la plus grande, et ce n'est pas la plus puissante. Mais l'histoire ici est sans doute la plus importante de l'histoire islandaise. Le nom signifie littéralement « cascade des dieux ». Visuellement, elle est époustouflante. C'est une cascade incurvée, en forme de croissant de lune. L'eau ici provient d'une rivière différente, la Skjálfandafljót. Elle coule sur un ancien champ de lave qui a 8000 ans. L'eau chute d'environ 40 pieds dans un bassin turquoise. Contrairement à la boue grise de Dettifoss, l'eau ici a eu le temps de se déposer, devenant d'un beau bleu-vert clair. Elle est élégante et symétrique. Mais le nom vient d'un événement dramatique et tendu en l'an 1000. À cette époque, l'Islande était au bord d'une guerre civile. Le pays était divisé. La moitié de la population croyait aux anciens dieux nordiques, Odin, Thor, Freya, les dieux de la guerre et du tonnerre qui étaient avec eux depuis l'ère viking.
L'autre moitié s'était convertie à la nouvelle religion arrivant d'Europe, le christianisme. La tension était si forte qu'à l'Althing, la réunion annuelle du Parlement, les deux partis refusèrent de se parler. Ils étaient prêts à tirer les épées. Pour arrêter les fusions de sang, les dirigeants ont accepté de laisser un homme décider du sort de la nation. Cet homme était le législateur Torgeir Ljósvetningagoði. C'était un prêtre païen, un homme des anciennes voies, mais il était respecté pour son équité. On lui a confié une tâche impossible, choisir une religion pour tout le monde. S'il choisissait mal, le pays se déchirerait. La légende raconte qu'il est allé dans sa cabine, s'est allongé sous une couverture de fourrure et a médité pendant 24 heures. Il n'a pas parlé, il n'a pas mangé, il a juste réfléchi. Quand il a émergé le lendemain, il a pris sa décision. L'Islande serait chrétienne, mais il a ajouté une mise en garde. Les gens pouvaient toujours adorer les anciens dieux en secret s'ils le voulaient. C'était un compromis politique brillant, pour prouver qu'il était sérieux, et pour montrer que l'ancienne ère était officiellement terminée. Il est retourné chez lui, près de cette cascade. Il a pris ses statues en bois des dieux nordiques, les idoles qu'il avait adorées toute sa vie, et les a jetées dans l'eau agitée. C'était un acte symbolique de lâcher prise du passé. En regardant l'eau s'écraser aujourd'hui, vous pouvez presque sentir le poids de cette histoire. L'eau se précipite sur la roche de lave, emportant les anciennes voies, brassant les dieux de bois en éclats. C'est un endroit paisible maintenant, un endroit où les touristes s'arrêtent pour prendre un café et des photos, mais il est né d'un profond conflit culturel. Une montagne en forme de flèche attend. Nous nous dirigeons vers l'ouest maintenant, quittant le nord, et nous dirigeons vers la péninsule de Snæfellsnes. Lorsque vous longez la côte nord de cette péninsule, une forme apparaît à l'horizon qui attire immédiatement votre attention. Vous avez certainement déjà vu cette montagne. Elle est sur des cartes postales, des économiseurs d'écran et des flux Instagram partout dans le monde. C'est Kirkjufell. Elle est largement considérée comme la montagne la plus photographiée de tout le pays. Elle s'élève de 1500 pieds hors de l'océan comme un cône parfait. Sous un certain angle, elle ressemble au chapeau d'un sorcier ou à un clocher d'église, ce que signifie son nom, montagne de l'église. Elle se dresse seule, séparée de la principale chaîne de montagnes, ce qui la rend encore plus spectaculaire. Mais voici l'astuce. Tout est question d'angle. Si vous vous promenez autour de la montagne sur le côté, la forme de cône disparaît. Elle s'étire et ressemble à une longue crête, presque comme la coque d'un navire chaviré. C'est une illusion d'optique créée par la nature. Les fans de Game of Thrones connaissent que bien cet endroit. Dans la série, elle était appelée Montagne de la tête de flèche, Arrowhead Mountain. C'était le point de repère que les héros devaient se trouver au-delà du mur pour capturer un spectre. C'était le lieu de naissance du roi de la nuit. En réalité, elle est tout aussi effrayante et majestueuse qu'elle en avait l'air à la télévision. Il y a une petite cascade à proximité, appelée Kirkjufellsfoss. C'est une petite cascade à 3 marches, mais elle est célèbre pour son positionnement. Les photographes font la queue ici pendant des heures, se battant parfois pour l'espace de trépied pour obtenir le cliché d'or. Ils encadrent la cascade au premier plan, avec la montagne se profilant parfaitement à l'arrière-plan. En hiver, c'est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour voir les aurores boréales. Lorsque les aurores dansent au-dessus du pic en rubans de vert et de violet, se reflétant dans l'océan en dessous, cela ressemble à quelque chose d'une autre planète. Cela ressemble à de l'art fantastique qui prend vie. Mais soyez avertis, regarder est plus sûr que toucher.
Escalader Kirchhoffel est incroyablement dangereux. Elle a l'air raide, et elle l'est. La roche est constituée de débris volcaniques meubles. En été, elle est glissante avec de la boue. En hiver, elle est glacée. De nombreux touristes, inspirés par les médias sociaux, essaient de l'escalader sans l'équipement ou les guides appropriés. Malheureusement, il y a eu des accidents mortels ici. Les gens restent coincés sur les crêtes étroites et doivent être secourus par hélicoptère. C'est une montagne qui exige le respect. Il est préférable d'admirer sa géométrie depuis le sol. Cette montagne est la porte d'entrée du reste de la péninsule. Snæfellsnes est souvent appelée l'Islande en miniature, car elle a un peu de tout. Volcans, glaciers, champs de lave, cratères et plages noires. Et à la pointe même de cette péninsule se trouve le joyau de la couronne. C'est là que commence le voyage vers le centre. Nous terminons notre voyage à l'extrémité de la péninsule de Snæfellsnes, au glacier Snæfellsjökull. C'est l'un des endroits les plus mystiques de la planète. C'est un stratovolcan, une forme de cône parfait, coiffé d'une épaisse couche de glace glaciaire, s'élevant à près de 5000 pieds au-dessus de la mer. Par temps clair, le pic blanc est visible tout le long depuis Reykjavik, à 75 miles à travers la baie. Cette montagne a capturé l'imagination humaine pendant des siècles. C'est l'endroit exact où l'auteur français Jules Verne a situé son célèbre livre de science-fiction « Voyage au centre de la Terre ». Dans l'histoire, les personnages trouvent un tunnel à l'intérieur du cratère de ce volcan qui les conduit profondément sous terre, dans un monde de dinosaures et de forêts de champignons. Verne n'avait en fait jamais visité l'Islande, mais il a choisi cette montagne en raison de sa réputation de mystère. Cette réputation existe toujours aujourd'hui. Beaucoup de gens croient que cette montagne est l'un des 7 centres d'énergie, ou chakras du monde. C'est un aimant pour les chercheurs spirituels, les praticiens du Nouvel Âge et les ufologues. Certains affirment ressentir une étrange vibration ou un bourdonnement lorsqu'ils se tiennent près du glacier. Il y a des rumeurs et des légendes constantes sur des extraterrestres utilisant le glacier comme base d'atterrissage ou des fantômes protégeant le sommet. Que vous croyez au surnaturel ou non, il y a indéniablement une atmosphère lourde et puissante ici. La montagne semble vivante. Le paysage entourant le volcan est sauvage et accidenté. Juste en bas de la route se trouve la plage de galets noirs de Djupalonsandu. C'est un lieu d'épave et d'histoire. Sur la plage, vous trouverez 4 pierres lisses et lourdes couchées dans le sable. Ce sont les pierres de levage. Il y a des siècles, les pêcheurs utilisaient ces pierres pour tester leur force. Afin de voir s'ils étaient aptes à travailler sur les bateaux, les pierres ont des noms. La plus petite est Amlodi, inutile, pesant 23 kg. Si vous ne pouviez soulever que celle-là, vous n'obteniez pas le travail. Venait ensuite Alfdrettingur, faiblard, à 54 kg, Alfsterkur, demi-fort, à 100 kg, et l'énorme Fulsterkur, complètement fort, pesant 154 kg. Vous pouvez toujours essayer de les soulever aujourd'hui, mais faites attention à votre dos. Cela vous relie instantanément à la dureté des ancêtres islandais. Au coin de la rue, vous avez des champs de lave massifs recouverts de mousse verte douce qui a des pouces d'épaisseur. Marcher dessus donne l'impression de marcher sur un matelas à mémoire de forme. Vous avez les falaises de basalte de Londrangar, 2 massifs pinacles rocheux qui ressemblent à un château sombre s'élevant de l'océan, battu par les vagues de l'Atlantique Nord. Snæfellsnes est la fin parfaite de notre voyage, car elle capture l'âme de l'Islande. Le feu et la glace, le mystère et la beauté. La dure réalité et le mythe ancien. Le tout existant en un seul endroit. C'est une terre qui donne l'impression d'être toujours en formation, une terre qui vous fait vous sentir petit et une terre qui vous supplie de revenir.
Mais l'île n'en a pas encore fini avec vous. Les souvenirs de la puissance grise de Détifos, du silence du canyon d'Odin et du capuchon blanc du volcan énergétique vous resteront longtemps après que vous soyez monté dans l'avion. L'Islande ne vous laisse pas seulement visiter, elle vous change. Alors, voici la chose que personne ne vous dit sur l'Islande. Ce n'est pas seulement une destination, c'est un avertissement. Nous avons vu des cascades qui cachent de l'or, des plages qui volent des vies et des montagnes qui détiennent les secrets de la Terre. Mais après avoir vu toute cette beauté et ce danger, je dois vous poser une question controversée. Si un volcan entrait en éruption dans votre jardin demain, vous enfuiriez-vous ou resteriez-vous pour regarder le spectacle? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez survécu à cette vidéo, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'aventures. Je vous verrai dans la prochaine.